En présence de Fanon, se souvient Beauvoir, la vie semblait être une aventure tragique, souvent horrible, mais d'un prix infini. Comme Sartre, elle était subjuguée par son pouvoir d'évocation, la rapidité et l'audace de sa pensée. Quand je serrais la main, fiévreuse, ajoute-t-elle, je croyais toucher la passion qui le brûlait. Fanon, pour sa part, était quelque peu irritée de devoir partager Sartre avec Beauvoir et Lanzmann. J'aurais aimé le rencontrer, vraiment, un seul moment, confia-t-il à Alice Chécry, mais il savourait pleinement leurs échanges romains. Et à Lanzmann, il avouait qu'il aurait payé 20 000 francs par jour pour pouvoir converser avec Sartre du matin au soir pendant 15 jours. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Au gré des pages. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un journaliste américain. Il est rédacteur en chef pour les États-Unis de la London Review of Books et contribue au New York Times Magazine et à de nombreuses autres publications. Mais il est surtout auteur et c'est à ce titre que nous le recevons aujourd'hui puisqu'il vient de sortir son dernier ouvrage sur Frantz Fanon, Une vie en révolution. Il s'agit de Adam Schatz. Adam, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Zitata. Merci, je suis très honoré d'être sur ce plateau. Nous sommes très heureux de vous recevoir, en Martinique tout particulièrement, où vous êtes venu tout spécialement pour animer le colloque international sur Frantz Fanon, qui a été organisé par l'association First Caraïbes, à l'occasion de la naissance du centenaire de la naissance de Frantz Fanon en 2025. Donc vous nous présentez aujourd'hui ce livre, votre livre, publié en 2024 aux éditions La Découverte, traduit de l'anglais par Marc Saint-Upéry. Alors, Adam, vous êtes américain, comme je l'ai dit en introduction. Vous vivez à New York depuis 1990. Vous avez étudié l'histoire à l'Université de Columbia. J'ai envie de vous demander, vous n'avez pas de lien apparent entre la Martinique ou l'Algérie. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire sur Fanon? Oui, c'est une bonne question parce que je ne suis algérien, je ne suis pas algérien, je ne suis pas martiniquais. Je viens d'une famille progressiste, juive aux États-Unis. Mais mon père avait des livres de Frantz Fanon. Dans sa bibliothèque, Peau noire, masque blanc et Les damnés de la terre. Alors, j'étais familier avec le nom de Fanon quand j'étais assez jeune, à l'âge de 15 ans, 16 ans. Et la personne de Fanon m'a fasciné quand j'étais jeune. Cet homme antillais qui a lutté pour la France pendant la Deuxième Guerre mondiale avec les forces françaises libres, et puis qui s'est rangé à côté du FLN contre la France pendant la guerre d'Algérie. Alors, c'est une histoire. Et en plus, il était psychiatre, il était un théoricien de la décolonisation, du racisme. Alors, c'était l'histoire d'un héros moderne, on peut dire. Une histoire un peu fascinante. Exactement. Et quand je l'ai lu à l'université, dans un cours de la littérature française, j'étais frappé par la force de son écriture. Et plus tard, dans mes années 30, mes trentaines, j'ai voyagé beaucoup dans le monde arabe, en Palestine, en Algérie, et j'ai continué à croiser le nom et les écrits de Fanon. Et Fanon me semblait la figure symbolique presque de l'intellectuel engagé. Ouais. Et c'est pour ça que je m'intéressais à Fanon.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a intéressé chez Fanon et plus particulièrement, est-ce que vous retrouvez un lien avec votre propre existence? Vous dites dans une interview que vous avez donnée à Philosophie Magazine, les questions que soulevait Fanon me renvoyaient à ma propre existence. C'est ce qui m'a happé au départ dans ses textes. Hmm. Oui, je peux dire que j'ai eu des expériences un peu fanoniennes quand j'étais très jeune. Je ne veux pas suggérer que je suis victime, je ne suis pas, ou que je partage les mêmes expériences des Noirs dans une société blanche ou des Palestiniens sous l'occupation israélienne. Pas du tout, mais quand j'étais jeune, j'avais une expérience avec l'antisémitisme qui m'a bouleversé. J'avais 9 ans ou 10 ans et mes amis à moi ont commencé à jeter de l'argent dans ma direction en disant sale juif, tu aimes l'argent. Et je ne savais pas qu'il y a une connexion entre les juifs et l'argent. Je ne suis pas conscient de l'imaginaire antisémite. Et c'est un peu comme Fanon dans le train avec... dans le bus, avec le garçon. Avec le garçon qui dit à sa maman, « Tiens maman, un nègre, j'ai peur. » Et ce jeune garçon a des associations avec le cannibalisme, avec l'irrationalité, avec la violence et tout ça. Et Fanon, soudainement, un homme qui se prenait pour un Français de couleur, mais pas pour un noir dans le sens symbolique, il est bouleversé. Soudainement, il se rend compte qu'il est noir, qu'il est comme un tirailleur sénégalais dans l'imaginaire de ce jeune garçon. Alors, quand j'ai lu Peau noire, masque blanc, ça a beaucoup parlé pour moi. C'est ça. C'est vrai que c'est un thème important dont on va parler tout à l'heure. Alors, vous publiez... D'être défini par l'autre. Par le regard de l'autre. Par le regard de l'autre. Absolument. Vous publiez donc cette biographie en 2024, alors qu'il existe de nombreux autres ouvrages sur Fanon, de nombreux écrits. Il y a d'autres biographies, notamment celle de Alice Chekri, qui a publié en 2000. Qu'est-ce que votre ouvrage aujourd'hui amène de plus sur la place? Oui, il y a beaucoup de livres sur Fanon, dont la biographie d'Alice Cherki ou la biographie de David Macy, sur laquelle j'ai écrit dans le New York Times en 2002. Et j'apprécie beaucoup ces livres. J'ai profité d'avoir lu ces livres. Pourtant, j'avais toujours l'impression que ces livres ne donnaient pas un sens de l'expérience vécue de Fanon et des rapports intimes et viscérales entre la pensée de Fanon et ses expériences en tant qu'homme. Exactement. La façon dont il le vivait. Et l'autre jour, à la conférence sur Fanon, je parlais avec le neveu de Fanon, le médecin Jean-Luc Fanon. Oui. Et il a dit, il m'a remercié, il a dit que vous avez honoré les contradictions de Fanon. Et en honorant les contradictions de Fanon, vous avez restauré son humanité. Et ce compliment m'a beaucoup touché parce que c'est exactement ce que je voulais faire dans ce livre. Et c'est exactement ce que vous avez fait, parce qu'effectivement, c'est un livre qui souligne bien tous les paradoxes, toutes les contradictions et toute la pensée en mouvement de Fanon. Alors justement, est-ce qu'on peut dire que vous cassez les codes? Parce que dans une interview que vous avez donnée à Radio France, vous dites « J'ai essayé de casser le code Fanon ». Qu'est-ce que vous vouliez dire et est-ce que ça répond à cet apport supplémentaire que vous apportez? Oui, j'ai dit ça et je souris parce que cette phrase m'amuse un peu. C'est impossible
de casser le code de n'importe quelle personne parce que il y a un côté énigmatique et mystérieux de chaque personne. Alors, je ne voudrais pas suggérer que j'ai révélé tous les mystères de cet homme qui se cachait dans certains respects. Et puis qui reste de toute façon très mystérieux. Oui, il reste toujours très mystérieux. Oui. Oui. Mais je pense que quand même, j'ai réussi à expliquer certaines ambiguïtés, certaines tensions dans le texte fanonien, qui Absolument. relèvent à ces luttes internes. C'est ça, ces paradoxes. Oui, ces paradoxes, exactement. Alors, votre ouvrage, il est très détaillé sur les différentes étapes de sa vie, très documenté. Vous expliquez, vous analysez son cheminement, ses questionnements. Vous faites justement état de sa complexité. Mais comment vous vous y êtes pris pour écrire un tel recueil de détails et de précisions sur Fanon? Combien de temps ça vous a pris et comment vous avez... Il me fallait 5 ou 6 ans, mais j'ai passé beaucoup de temps à lire et à penser. Vous avez vécu avec Fanon en permanence pendant 5 ans. C'est vrai, j'ai vécu avec Fanon. C'est un peu bizarre de dire ça, non, mais c'est vrai. Mais on le ressent beaucoup dans votre livre. Cette proximité, cette intimité que vous avez avec lui, avec sa vie, avec ces personnes que vous avez rencontrées, parce que du coup, vous avez pu interviewer beaucoup de personnes qui l'ont connu. Oui, en fait, j'ai fait mes premiers entretiens pour ce livre il y a 24 ans. Il y a 24 ans, 25 ans. J'étais à Paris, peu après le 11 septembre, je crois, ou peut-être c'était avant, et je m'intéressais beaucoup à l'histoire d'Algérie. Et je faisais une sorte d'enquête pour New York Review of Books sur la discussion de la torture pendant la guerre d'Algérie, et en particulier la bataille d'Alger. Et à Paris, j'ai fait des entretiens avec Alice Cherki, qui était l'interne de Fanon à Tunis, une femme juive algérienne qui a grandi à Alger, et Mohamed Harbi, l'historien algérien qui s'est exilé en France en 1973. Et je ne savais pas que j'allais écrire une biographie de Fanon. Pourtant, on a beaucoup parlé de Fanon, parce que je savais que Harbi l'a connu à Tunis et que Alice Cherki a travaillé avec lui. Alors, c'était déjà pour nourrir votre intérêt. Sans le savoir, j'étais en train de faire des recherches sur lui. Oui. Et puis, vous avez beaucoup interviewé aussi son magnétophone, entre guillemets, comme il l'appelle, sa secrétaire Marie-Jeanne Manoilan. Oui, j'ai rencontré Marie-Jeanne Manoilan, une femme de la Corrèze, qui est allée à Tunis avec son mari en 56 ou 57. Et je l'ai rencontrée en 2017 ou 2018 et on est devenus assez proches. Elle a publié un livre remarquable sur Fanon, sous la dictée de Fanon, une sorte de mémoire. Et j'ai beaucoup aimé ce livre et j'ai beaucoup aimé et admiré Marie-Jeanne Manoilan qui est restée très militante dans sa vie. Elle venait tout le temps aux manifestations pour les sans-papiers, pour les Palestiniens, pour toutes ces causes. Et c'est à elle que Fanon a dicté l'enceinte de la Révolution algérienne, publiée en 1959, et Les Damnés de la Terre, publié juste avant, quelques jours avant sa mort. Et Marie-Jeanne Manoilan est devenue une sorte de confidente. Je pense qu'elle l'a connue très très bien. Elle l'a connue très très bien. Donc c'est une chance d'avoir pu la voir et l'interviewer avant. Oui, c'était grâce à elle que j'ai obtenu une perspective plus intime sur Fanon et aussi une perspective d'une femme qui était importante parce que
le discours autour de Fanon est souvent très masculin Oui. et un peu macho aussi. Oui, oui, c'est vrai que c'est une caractéristique dont on pourra parler. Alors, vous avez cité donc Marie-Jeanne qui est de Corrèze et lui disait la Corrèze est pour vous ce que la Martinique est pour Ouais, moi. ouais. Et donc, ça m'amène sur une question. Une chose très Fanon, importante. voilà, Fanon est donc martiniquais, Ouais. mais il part très vite, sans jamais vraiment revenir. Deux fois. Il est revenu 2 fois. Voilà, mais pas pour rester longtemps. Et j'aimerais vous entendre sur votre regard, le regard qu'il avait sur la Martinique. Qu'est-ce que la Martinique représentait pour lui? Parce qu'à la fois, on trouve dans votre livre, vous dites peau noire et masque blanc scellent un adieu définitif à la Martinique. Il dit aussi ouvertement qu'il ne souhaite pas venir exercer à la Martinique avec des on présuppose pourquoi. Enfin, en tout cas, vous essayez de donner des explications. Il donne aussi l'impression de vouloir prendre ses distances avec ses compatriotes martiniquais quand il arrive à Paris. Et notamment, on peut penser que c'est pour ça qu'il part à Lyon. Oui. Qui est une ville pas très hospitalière. Ouais. Et pourtant, en même temps, un peu plus loin dans le livre, vous dites Fanon a quitté de la Martinique, mais la Martinique ne l'a jamais quitté. Jamais. Et aussi, vous dites à un autre moment que c'est seulement un Antillais qui aurait pu écrire Les damnés de la terre. Je suis sûr de ça. Et donc, qu'en est-il exactement dans cette relation Je pense que la Martinique représentait pour Fanon l'amour et l'ambivalence. L'histoire de Martinique l'a déçu parce que il n'était pas très conscient de l'histoire des révoltes des esclaves en Martinique. Il y en avait. Pourtant, il avait l'impression que la Martinique n'avait pas lutté pour sa liberté et que l'abolition était un décret de Schellcher et que alors la liberté n'était pas une vraie liberté, c'était une sorte de fausse liberté. Et en plus, il pensait que les Martiniquais de couleur essayaient trop d'assimiler un modèle français, un modèle blanc. Ils avaient pris le masque blanc. Exactement, exactement. Mais en même temps, Fanon adorait la musique de la Martinique et la poésie. Et la poésie était très importante pour Fanon. Fanon voulait être écrivain de théâtre. Il a écrit 3 pièces, dont 2 survivent. Oui. Ce sont des pièces très poétiques qui doivent beaucoup pas seulement à Corneille et au théâtre classique grec, mais aussi à la poésie de Césaire et d'autres écrivains entiers. Et bien que Fanon se définisse comme psychiatre, écrivain, analyste, il ne pouvait pas résister la poésie dans son écriture. Alors, dans tous ses livres, il y a des passages, souvent de longs passages, de la poésie antillaise. Avant tout Césaire, mais aussi Jacques Roumain, René Ménil et d'autres. Et la vision qu'il donne de la société coloniale dans les données de la Terre est une vision d'un entier, parce que il y a partout des métaphores de la société de plantation. Et quand on lit les écrivains africains ou arabes qui parlaient du colonialisme, il ne faisait pas la comparaison avec l'esclavage comme Fanon. C'est différent. Alors, je pense que sa vision, qui était une vision très littéraire, doit beaucoup à la poésie antillaise.
On sait bien sûr que Fanon avait des réserves sur la négritude de Senghor, mais aussi un peu de Césaire. C'est clair que Fanon ne soutenait pas le choix de Césaire de la départementalisation. Départementalisation, tout à fait. C'est quelqu'un pour qui la liberté n'existe que dans un état d'indépendance et souveraineté. Mais il restait entier. Et c'est pour ça qu'il a dit à Marie-Jeanne Manoilan, la Corrèze, c'est pour vous comme la Martinique est pour moi. Alors cette relation avec Césaire, justement, elle est complexe parce qu'à la fois, il admirait, il était très proche de lui et en même temps, il s'en est un peu éloigné, comme vous expliquiez, par rapport à ses choix politiques. Oui, oui, et c'est pour ça qu'il a trouvé en Algérie un autre modèle de lutte, de détermination, de culture. Il a trouvé en Algérie la chose qui, pour lui, manquait Voilà, à son île. c'était une des questions. Comment vous expliquez justement cet engagement total, corps et âme qu'il a eu pour l'Algérie? Est-ce que c'est une de ces raisons ou est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, c'est une des raisons, mais je pense que Fanon, c'était un homme engagé, un intellectuel engagé, qui réagissait férocement aux situations d'oppression et de discrimination. Alors c'est Fanon qui décide de combattre pour la France, bien que son prof, qui était pacifiste, lui disait pourquoi joindre ce combat entre les Blancs? Alors qu'il avait 18 ans à l'époque. Oui, si les Blancs s'entretuent, c'est peut-être une bénédiction pour nous. Ouais. Mais Fanon insistait, il disait non, si la liberté est menacée dans n'importe quelle part du monde, c'est une question qui nous concerne tous. Ouais. Et il se trouve en Algérie à la fin de 1953. Il est devenu le chef de service à l'hôpital de Blida-Joinville. Et c'est 10 ou 11 mois après son arrivée que la guerre s'est déclenchée. Ouais. Le premier jour de novembre, 31 octobre, 1er novembre 1954, la bataille menée par le Front de Libération Nationale. Et tout de suite, Fanon voulait joindre la lutte de l'indépendance. C'est parce qu'il avait observé la situation en Algérie, cette situation d'une sorte d'apartheid entre les Européens et les soi-disant indigènes. Ouais. Et pour lui, c'était une situation intolérable. Insupportable. Oui. D'où son engagement. Alors, à mon avis, c'est une éthique. C'est une éthique de résistance. C'était un homme profondément moral. Oui, éthique de comportement et de résistance. Alors, vous apportez justement des éclairages, des questionnements sociétaux presque universels, comme le racisme, la violence, le colonialisme, qui animent et rythment la vie de Fanon. Si on prend le racisme, qui est vraiment un sujet qui illustre bien le paradoxe de Fanon, il semble découvrir... Un sujet qui ne disparaît jamais, il semble. Tout à fait. Et donc, il semble découvrir ce racisme déjà dans le bus avec ce petit garçon dont vous parliez tout à l'heure, mais il l'expérimente aussi à l'armée. Il se rend compte, à l'armée française, où il se rend compte des traitements différents entre les différentes catégories de soldats. Oui, et entre les différentes catégories de Noirs aussi. Oui, absolument. Parce que lui était relativement privilégié en tant qu'Antillais. En tant qu'Antillais par rapport aux Sénégalais ou aux autres Africains. Il découvre presque qu'il est noir à travers le regard des autres, comme on disait aussi tout à l'heure. Et donc, il a une expérience corporelle presque au racisme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Et ses écrits sont profondément corporels aussi. C'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette thématique importante, sur le regard qu'il avait sur le racisme?
Fanon était, on peut dire, un philosophe de la liberté. Et pour lui, le racisme pose obstacle à l'expérience de liberté pour les gens qui souffrent de ce regard des autres. Ce regard qui assume que, dans ce cas, les Noirs sont des personnes inférieures. Mais Fanon n'avait pas une analyse du racisme individuel. C'est le système qui le préoccupait. Pour lui, si un système politico-économique infériorise les gens, c'est complètement logique que l'idéologie les infériorise aussi. Alors pour lui, le racisme est en même temps complètement irrationnel et structurellement rationnel. Parce que pour justifier l'oppression des autres, il faut une idéologie qui les infériorise. C'est ça. Donc c'est l'idéologie qui permet presque le racisme, en fait, qui justifie le racisme. Oui, c'est l'idéologie qui correspond au fonctionnement du système d'oppression et d'exploitation, parce qu'il y a toujours une dimension économique dans son analyse du racisme. Tout à fait. Alors, mais ce qui est aussi très intéressant avec Fanon, c'est qu'il n'avance pas une hiérarchie de racisme. Son analyse du racisme anti-noir dans son premier livre, Peau noire, masque blanc, publié en 1952, quand il avait 27 ans. 27 ans. Dans ce livre, il s'inspire beaucoup du livre sur l'antisémitisme de Jean-Paul Sartre. Mais il parle aussi du racisme contre les Arabes, contre les travailleurs nord-africains en France. Alors, c'est une analyse très universaliste. Universelle, absolument. Qui traite de tous les sujets sur le monde. Alors, il y a un autre thème aussi qui est important pour Fanon, c'est la violence, en tout cas dans le livre. Alors, on peut avoir plusieurs lectures de cette violence, d'où la notion de paradoxe et qu'il faille vraiment nuancer les propos. Mais il était pour. Il ne faut pas cacher. Il était pour la lutte armée en Algérie. Alors, il dit qu'il nécessitait une forme de désintoxication destinée à débarrasser le colonisé de son complexe d'infériorité. Et puis, Jean-Paul Sartre aussi a légitimé cette violence dans la préface qu'il a faite sur Damnés de la Terre. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette violence, alors qu'en même temps, dans sa pratique à l'hôpital, il faisait preuve d'une grande humanité, il soignait aussi bien les tortionnaires que les victimes. Et en même temps, on comprend que la violence, s'il y a violence, c'est pour un plus grand humanisme. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et je pense que peut-être Fanon devait inventer ce mythe d'une violence désintoxicante pour résoudre la contradiction ou les tensions entre la lutte armée, qui était nécessaire, et les blessures infligées par la violence, pas seulement par la violence coloniale, mais aussi par la violence anticoloniale. Et il anatomise l'impact de cette violence ou de ces violences dans le dernier chapitre des Damnés de la Terre. Alors, ce mythe d'une violence qui transforme le combattant dans un nouvel homme, c'est pour résoudre un conflit qu'on ne peut pas résoudre, parce qu'à la fin d'un combat pour la libération nationale, il y aura des blessures qui restent dans la société et des silences autour de ces violences aussi. C'est une question qu'on ne peut pas vraiment résoudre. Je pense que pour Fanon, la violence était nécessaire pas seulement pour des raisons
politique, pragmatique. Il faut rappeler que les colons, les pieds noirs en Algérie française se sont opposés à toute réforme. Bien sûr. Et les hommes politiques en France n'ont pas réussi à faire en sorte que les Algériens deviennent des citoyens égaux. Mm. Et alors, il y avait une vraie impasse. Et alors, la violence était une réponse à la violence de la colonisation, la violence de cette oppression et les obstacles imposés par les colons et la France. Mm. C'était une contre-violence. C'est ça. Mais en même temps, la violence était nécessaire pour des raisons psychologiques. Parce que pour Fanon, l'homme, il parle toujours de l'homme, Oui, mais ouais. ça c'est une autre question. Mais l'homme colonisé, quelqu'un qui est frustré, qui n'arrive pas à canaliser sa violence, qui a des rêves de superpuissance, d'activité, parce que dans sa vie quotidienne, il est réduit à absolument. non-existence. Il le dit très bien dans un passage Ouais. de Peau noire et masque blanc. Vous avez parlé tout à l'heure, donc vous avez rencontré beaucoup de monde, vous êtes rentré dans l'intimité un peu de Fanon. Vous laissez entendre les vulnérabilités ou les fragilités qu'on ne connaît pas trop, ou les paradoxes de Fanon. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce qu'il y en a qui vous ont plus marqué que d'autres? Oui. Fanon voulait être un homme fort. Il était très attiré aux hommes forts, aux hommes de violence même, comme Holden Roberto à Angola ou Sékou Touré de Guinée. Mais il n'était pas vraiment un homme fort comme ça. Il était un intellectuel. Il se culpabilisait pour ses vulnérabilités. Par exemple, dans cette conversation avec Sartre que vous avez évoquée au départ, Oui. Il se culpabilisait pour le fait qu'il était tellement troublé par la violence. Pour lui, c'était une faiblesse qu'il devait surmonter. Ouais. Heureusement, il n'a pas surmonté cette faiblesse. Il l'a inscrit dans les données de la Terre. Alors, vous avez un texte qui est travaillé par des contradictions. Le soutien de la lutte armée, mais en même temps, la reconnaissance des blessures qui restent ancrées dans une société, même libérée. Et ça, c'est la richesse de Fanon, à mon avis. Oui, c'est toute sa complexité et ses paradoxes, en fait, qui nécessitent d'être soulignés pour ne pas tomber dans des clichés trop rapidement. Il regardait la personne en entier, en tant que psychiatre. Alors justement, parlons de son engagement professionnel dans la psychiatrie. D'après vous, quelles sont ses motivations pour devenir psychiatre? Parce que finalement, il est parti à Lyon faire ses études de médecine, mais il aurait pu choisir n'importe quelle autre spécialité. Pourtant, il choisit la psychiatrie. Est-ce qu'on peut dire que c'est en lien avec son amour pour l'homme, avec un grand H, ou pour son intérêt pour l'humain, ou son intérêt pour comprendre la psychologie, en fait, de l'homme? C'est un aperçu intéressant et c'est possible. À mon avis, j'ai une réponse un peu plus concrète. C'est qu'il travaillait avec des Algériens qui étaient des Algériens à Lyon, qui vivaient loin de leur famille, qui étaient très pauvres, qui travaillaient, des hommes qui n'étaient pas français, ils étaient des FMA, des Français musulmans d'Algérie, et la France leur a toujours dit « mais vous êtes des Français ».
mais ils n'étaient pas des Français, ils le savaient. Et ils souffraient des maladies un peu mystérieuses que les psychiatres français ou les médecins français ont appelé le syndrome nord-africain. Et pour la médecine française, ces Algériens qui souffraient de cette maladie étaient soit fous, soit paresseux. Ils voulaient inventer des excuses pour ne pas travailler. Et en travaillant avec ces hommes, Fanon a atteint une autre conclusion, c'est que ces hommes souffraient de l'aliénation, de racisme, d'une souffrance psychologique qui se traduisait en symptômes physiques. Et je pense que ces expériences avec ces Algériens, même avant ces aventures en Algérie, l'ont mené à la psychiatrie. Les études psychiatriques à Lyon étaient assez traditionnelles, conservatrices. Mais il a eu l'occasion de rencontrer des gens qui connaissaient la nouvelle psychiatrie, la socialthérapie ou la thérapie institutionnelle, que des médecins radicaux influencés par le marxisme et le surréalisme développaient dans leur pratique. Par exemple, à Saint-Alban, où Fanon est devenu interne, et aussi dans les journaux, comme le journal Esprit. Et alors, Fanon s'est mis à lire la nouvelle psychiatrie, et il était très frappé par ce qu'il lisait. Il y avait toujours un esprit très philosophique. Et si tu voulais être médecin à cette époque et poursuivais en même temps un projet philosophique, la psychiatrie était ton choix. Donc ça répondait aussi à ces questionnements intellectuels. Oui, ces questionnements intellectuels. En fait. Ça répondait à ses besoins. Alors, et en plus, c'était sa situation. Il était un homme entier, un homme noir en France qui avait pas mal d'expériences de racisme qui étaient très étranges pour lui parce que il a grandi en Martinique. Pour lui, la France était la République d'égalité, fraternité, liberté, des Lumières, et il se trouvait confronté à l'irrationnel et à une image de lui qui l'a bouleversé et qui l'a profondément troublé. C'est ça. Alors, quand il arrive justement à Blida en Algérie, il est donc critique de cette psychiatrie traditionnelle dont vous parlez, et il apporte donc cette nouvelle approche qui tient compte du contexte culturel des patients. En quoi son approche est-elle novatrice et révolutionnaire? Et un peu plus tard, à Tunis, il crée le premier hôpital de jour. C'est vrai. En Tunisie, donc d'Afrique. Et ça, c'était même plus révolutionnaire que ce qu'il faisait à Blida. À Blida, il était plutôt, on peut dire, réformiste. Mais dans un contexte colonial, c'était assez révolutionnaire. Quand il est arrivé à Blida, fin 53, il trouvait que les patients musulmans étaient très maltraités. C'était une sorte d'univers concentrationnaire que certains historiens des institutions pour la santé mentale ont évoqué après la guerre. Quand il a travaillé à Saint-Alban, dans la Lozère, il était à un hôpital où les médecins ont réussi à protéger les patients. Personne n'est mort pendant la guerre, tandis que presque 50 000 patients aliénés en France ont trouvé leur mort. Mais il a acquis un goût de cet univers quand il est arrivé à Blida. Et c'était épouvantable. Et alors, il s'est mis à expérimenter de nouvelles techniques
qu'il a appris sous son mentor François Tosquelles, le psychiatre catalan. Il a créé des micro-sociétés qui se ressemblaient au monde que les patients ont connu à l'extérieur. Pour les âmes musulmans, il a créé un café mort pour qu'ils puissent boire un café, parler, tout ça. Il a invité le Mufti pour la première fois. Il y avait des pièces de théâtre. Et c'était vraiment novateur. C'est complètement novateur. Et pour ça, il était taxé par certains collègues de l'homme qui aimait les Arabes ou le docteur pour les Arabes. Alors, et il faut rappeler que Fanon n'était pas seulement psychiatre, il était critique de la psychiatrie raciste française. Parce que selon une certaine école de la psychiatrie en Algérie, ce qu'on appelait l'école d'Alger, d'Antoine Porot, qui était le fondateur de cet hôpital, l'hôpital à Blida, l'Algérien était une personne inférieure avec un cortex plus petit que les Blancs. C'était un être impulsif, quelqu'un qui n'arrivait pas à penser de la même manière que les Européens. Et certains de ses collègues étaient formés par l'école d'Alger. Alors Fanon devait lutter contre toute cette, tous les modes de pensée de cette école. Et d'après vous, quel est l'héritage qu'on a gardé de ses thèses ou de son approche aujourd'hui dans l'Algérie, dans la psychiatrie? Dans la psychiatrie. Je pense que Fanon devient de plus en plus important pour les psychiatres, pour les psychanalystes, pas malheureusement en Algérie. J'espère que ça va changer, mais l'hôpital où il a travaillé aujourd'hui, l'hôpital Frantz Fanon de Blida-Joinville. Alors, on se souvient de son nom, de sa prestige, mais les méthodes qu'il a introduites ne sont pas suivies. Mais il me semble que beaucoup de médecins s'inspirent des idées de Fanon. Par exemple, il y a un institut à Turin, en Italie, où les psychiatres et les anthropologues travaillent avec les immigrants, avec les sans-papiers, avec les gens qui souffrent des tourments mentaux à cause de leurs expériences d'exil. Il y a des psychiatres en Palestine qui travaillent avec des gens qui ont souffert la torture dans les prisons israéliennes. Et depuis les années fin 60, 70, les psychiatres afro-américains ont appris beaucoup de choses chez Fanon. Alors, il me semble que Fanon devient de plus en plus important pour les médecins. Pour les médecins, et donc on voit son impact mondial, en fait. L'impact mondial de Fanon. Et c'est quelqu'un qui a compris les relations intimes entre l'esprit et le corps. Alors, sur un autre thème, on a parlé tout à l'heure de Césaire, mais on n'a pas parlé de Suzanne Césaire, qui était important, ce qui m'amène à vous interroger sur sa relation avec les femmes et sa relation intellectuelle, les femmes qui ont pu l'influencer. Donc, il y avait Suzanne Césaire, mais qu'il n'a pas voulu citer. Il y a eu aussi Simone de Beauvoir, qu'il a aussi écartée au profit de ça. Qu'en est-il exactement de cette relation qu'il pouvait avoir avec les femmes intellectuelles? Oui, c'est dommage, c'est quelque chose que je regrette. J'aurais voulu découvrir que Fanon était un homme très généreux envers les intellectuels, femmes intellectuelles, mais malheureusement, ce n'était pas le cas.
Est-ce qu'il a lu Suzanne Césaire? Ça, je ne sais pas. C'est possible, je spécule dans le livre parce que, à mon avis, il y a plus de rapports entre certains écrits de Suzanne Césaire et les écrits de Fanon que entre les écrits de Fanon et de son mari, Aimé Césaire. Il y a une modernité chez Suzanne Césaire qui est, à mon avis, complètement frappante. Et en plus, un côté très psychologique. Mais il a dû le percevoir, Fanon, forcément. Est-ce qu'il l'a lu? C'est la question, parce qu'il connaissait la poésie de Césaire. Il a lu le discours sur le colonialisme. Mais les écrits de Suzanne Césaire étaient moins accessibles, parce qu'on devait les trouver dans le journal Tropique. Il était assez jeune quand les Césaires ont publié Tropique. Et puis, il a quitté la Martinique pour la France. C'est possible qu'il a trouvé des éditions de Tropique, soit en France après la guerre, soit en Martinique pendant son séjour à Martinique en 1945 ou son dernier séjour en 1952. Je ne sais pas. Mais il me semble que Suzanne Césaire est spirituellement, peut-être objectivement, mais je ne sais pas, spirituellement, son menteur autant que Aimé Césaire. Quant à Simone de Beauvoir, on sait qu'il a lu. Et il y a un historien français, Mathieu Reynaud, qui nous a donné les preuves que Fanon a lu. Son livre sur les éthiques d'ambiguïté et aussi le deuxième sexe. Et à mon avis, il y a plus de rapports entre Peau noire, masque blanc et le deuxième sexe qu'entre Peau noire, masque blanc et le livre de Sartre, Réflexion sur la question juive, parce que, comme Fanon, Simone de Beauvoir écrivait d'une expérience qu'elle-même connaissait. Et on ne peut pas dire la même chose de Sartre. Sartre parlait d'un racisme souffert par les autres. Mais Fanon n'a jamais cité Simone de Beauvoir. Les relations qu'il tenait avec les femmes dans sa vie étaient assez égalitaires par les standards de cette époque. Il a beaucoup encouragé les femmes qu'il a connues à poursuivre leurs projets au lieu de dépendre des hommes. Et je connais 2 femmes qui ont connu Fanon, 3 femmes qui étaient, on peut dire, les étudiantes de Fanon. Alice Cherki, qui était très proche de Fanon et qui devait beaucoup à lui. Marie-Jeanne Manoëlan et la militante américaine Elaine Klein Moktafi. Et toutes ces 3 femmes faisaient des éloges de Fanon. Elles l'ont aimé profondément. Et il était une inspiration. Ce n'est pas quelqu'un qui était condescendante. Il n'était pas un sexiste dans ses relations personnelles avec ses femmes. Mais c'est quelqu'un qui voulait se rivaliser avec les grands hommes, avec Sartre, avec Césaire. Très belle ambition intellectuelle. Oui, mais en même temps, c'était un homme qui avait la capacité d'évoluer. Alice Cherki observe que Fanon, qui était assez homophobe dans Peau noire, masque blanc, est arrivé à une position beaucoup plus nuancée sur l'homosexualité grâce au travail qu'il a fait avec un jeune homosexuel à Tunis. J'imagine que si Fanon avait vécu plus longtemps, peut-être il aurait été devenu féministe. On ne savait pas. Il est mort à 36 ans. C'est ça. On ne peut que supposer. Ouais. Selon vous, quel est l'héritage de Fanon en Martinique? Qu'est-ce que, à la fin de votre livre, vous donnez des pistes, notamment sa rencontre avec Glissant,
qui était, vous dites, son héritier intellectuel le plus notable de la région. Qu'est-ce qui reste? Glissant, oui, Glissant et Chamoiseau. Et Chamoiseau, vous les citez tous les deux. Quel est, selon vous, l'héritage qu'on a gardé de Oui, lui? c'est compliqué parce que Glissant, à la fin des années 50 et au début des années 60, était pour l'indépendance des Antilles. Mais il est arrivé à une autre position sur la culture, sur la créolité et sur les rapports entre la France et les Antilles. Et Fanon était très... il me semble que Fanon a soutenu l'indépendance pour les Antilles. Ce n'était pas la piste que Glissant et Chamoiseau ont trouvé. Oui. Alors, c'est un projet politique très différent qui peut-être, je ne suis pas expert sur ce sujet, et votre audience sait beaucoup plus que moi sur ce sujet, mais il me semble que Glissant s'est rendu compte que pour la Martinique, l'indépendance totale n'était pas une possibilité. Peut-être une autre relation avec la France, mais l'indépendance, non. Mais j'ai l'impression, après quelques jours ici, que les Martiniquais, pour qui Fanon est une référence importante, se disputent sur l'héritage de Fanon. On peut trouver des gens qui sont plutôt dialoguistes, qui cherchent une mode politique de conciliation, de dialogue, et d'autres pensent que seul le combat, seule la confrontation vont marcher. Et ce n'est pas à moi de dire quelle est l'interprétation correcte de Fanon vis-à-vis la Martinique. Bien sûr. Mais ça il me semble bien tout le paradoxe qu'on a exactement. soulevé. Il est beaucoup instrumentalisé ici. Il faut rappeler que dans Peau noire, masque blanc, Fanon dit que ce n'est pas seulement la confrontation ou la violence qui nous servira. Par exemple, il mentionne l'exemple des États-Unis. Il parle des premiers jours de la lutte des droits civiques aux États-Unis, avant Martin Luther King, au début des années 50. Il était très impressionné par les tactiques non violentes des Noirs américains. Pour lui, il y avait plusieurs stratégies de résistance. Ce n'était pas seulement la violence, mais en Algérie, la violence était nécessaire, même inévitable à cause de la situation brutale de cette guerre. C'est pour ça qu'il faut être très prudent et ne pas tomber dans des clichés trop rapides. Oui. Quand on parle de Fanon. Alors, cette émission s'achève, Adam, mais pour conclure, j'aimerais lire cette conclusion qu'il a fait dans son livre Peau noire et masque blanc. Supériorité, infériorité. Pourquoi tout simplement ne pas essayer de trouver l'autre, de sentir l'autre, de me révéler l'autre? Ma liberté ne m'est-elle pas donnée pour édifier le monde du toit? À la fin de cet ouvrage, nous aimerions que l'on sente comme nous la dimension ouverte de toute conscience. Mon ultime prière, ô mon corps, fais de moi toujours un homme qui interroge. Oui, il était poète de libération, individuelle et collective. Et
j'imagine que ça, c'est aussi l'héritage de Fanon en Martinique, où les jeunes cherchent leur liberté, cherchent à se définir, leur rapport avec la société martiniquaise et aussi avec la France, leur rapport avec les ancêtres, avec les questions de couleur et d'identité. Et Fanon parle directement à ces questions. Oui, absolument. Oui, Merci Adam, merci pour cet éclairage, merci beaucoup. Un plaisir. votre rapport important sur cet homme qui nous est important en Martinique et pas que en Martinique, dans le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Cette émission s'achève. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Au gré des pages pour découvrir un nouvel auteur, un nouvel ouvrage. À bientôt. Merci.